Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dédiée à la sclérodermie systémique. Dans le cadre de la Journée mondiale de la sclérodermie systémique qui se tient le 29 juin, nous souhaitions vous sensibiliser sur cette pathologie qui touche une personne sur 5000 en France. Cette pathologie touche 4 femmes pour 1 homme diagnostiqué. Vous avez été nombreux à poser des questions. Merci à tous. Pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Yannick Alanor. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes rhumatologue à l'hôpital Cochin. Tout à fait. Alors, avant de répondre à toutes vos questions, conformément à la charte Boehringer-Ingelheim, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Docteur, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est que la sclérodermie systémique ? Donc c'est une maladie rare, vous avez rappelé l'épidémiologie, c'est une maladie rare qui a la particularité d'appartenir au groupe des maladies systémiques auto-immunes, donc ce sont des noms un petit peu compliqués pour dire que ça fait partie des maladies auto-immunes, donc elles résultent d'une agression du corps par des propres cellules du corps et son expression va être extrêmement large avec des manifestations généralisées, donc d'où le mot systémique, avec la peau, donc sclérodermie, l'atteinte de la peau du derme, mais aussi des manifestations articulaires, pulmonaires, cardiaques, musculaires, digestives. Donc c'est une maladie qui va être très polymorphe, avec beaucoup de manifestations cliniques possibles, et donc qui appartient à ce groupe très large des maladies auto-immunes, cousines du lupus systémique, de la polyarthrite rhumatoïde, ce type de maladie. Alors, quelles sont les causes de cette pathologie ? Alors, comme toutes ces différentes maladies, on n'en connaît pas la cause exacte, mais le modèle est le même. Donc, on pense qu'il y a une susceptibilité génétique. Il n'y a pas un gène qui dysfonctionne, mais un groupe, une famille ou une combinaison de gènes. Et sur cette susceptibilité, on rencontrerait des éléments d'environnement, donc peut-être la pollution, des microbes ou d'autres agents chimiques qui déclencheraient une réaction immunologique non contrôlée, qui déclencherait cette cascade avec des différentes complications. Donc on est un modèle que l'on appelle, qui répond à la définition des maladies complexes, donc une susceptibilité génétique. C'est pour ça qu'on retrouve parfois plusieurs cas dans une même famille, plusieurs cas de la sclérodermie ou des maladies cousines, mais il faut vraisemblablement un autre événement que l'on ne maîtrise pas très bien aujourd'hui. On connaît quelques agents environnementaux qui peuvent déclencher des sclérodermies, mais on ne les connaît pas tous, pas très bien, mais c'est à ce modèle-là que répond cette maladie. Et quelles sont les conséquences au quotidien ? Alors, le trait commun à cette maladie, ça va être tout d'abord des manifestations vasculaires, donc un problème circulatoire périphérique qui s'exprime sous la forme du syndrome de Raynaud. Donc le syndrome de Raynaud, c'est une anomalie du tonus des petits vaisseaux des doigts et c'est ce qui donne cet aspect très particulier avec des phases de décoloration des doigts qui deviennent blancs, puis violets, puis qui se recolorent et qui deviennent rouges. Donc le syndrome de Raynaud, c'est probablement le trait commun à toutes les formes de sclérodermie systémique et se rajoutent à ça des problèmes dermatologiques qui eux sont variables. Certains patients vont avoir un épaississement de la peau assez localisé sur les mains, sur le visage, d'autres une atteinte plus générale de la peau et encore après, d'autres manifestations peuvent se surajouter sur le cœur, sur les poumons, sur le tube digestif. Mais la présentation initiale, c'est le syndrome de Raynaud plus des problèmes dermatologiques. Alors, vous en avez parlé un petit peu, mais quels sont les symptômes, les premiers signes ? Donc, le premier signe, chez quasiment tous les patients, c'est le syndrome de Raynaud, qui reste parfois assez quiescent, sans autre manifestation pendant plusieurs années, puis se surajoute à un moment un gonflement, un épaississement des doigts, un durcissement de la peau, des problèmes articulaires, des problèmes musculaires et des problèmes plus généralisés. Dans d'autres cas, tout arrive en même temps. C'est ce qu'on appelle la forme diffuse de la maladie. Donc en même temps apparaît le syndrome de Raynaud, le gonflement des mains, les douleurs articulaires et là on déclenche une forme assez rapidement évolutive de la maladie. Merci docteur, on va répondre aux questions de la communauté. On a eu beaucoup de questions pour vous. La première, quelle solution existe-t-il en cas de reflux gastro-œsophagien et d'inefficacité des inhibiteurs des pompes à protons ?
Ouais, donc, je vous l'ai dit, l'atteinte digestive, elle est très présente dans cette maladie. Probablement 90% des patients ont quelques symptômes digestifs, souvent sous la forme de reflux, donc des brûlures qui remontent de l'estomac vers l'œsophage. Donc les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est la famille thérapeutique principalement utilisée. Il faut savoir que souvent, on peut les donner à forte dose dans cette maladie, donc plus forte dose que dans les autres situations dans lesquelles on utilise ces médicaments. Les autres éléments, c'est une meilleure hygiène de vie en faisant des repas plutôt fractionnés, éviter les éléments épicés, ne pas s'allonger après les repas, surélever la tête du lit, c'est des petits moyens mais qui aident à limiter le reflux. Et si ensuite cette première classe thérapeutique ne suffit pas, on a d'autres médicaments prokinétiques qui aident à la contraction du tube digestif qui peuvent venir en complément des inhibiteurs de la pompe à protons. Donc on peut avoir des solutions, mais il faut déjà bien respecter une bonne hygiène de vie pour limiter les phénomènes de reflux. Donc là, vous parlez d'alimentation. La deuxième question, peut-on consommer des compléments alimentaires si l'on est diagnostiqué sclérodermique? Alors, des compléments alimentaires, il faut définir quel est l'objectif. Donc si on a un amaigrissement, une altération de l'état général, un déficit musculaire, donc des régimes riches en protéines peuvent être utiles, des compléments alimentaires riches en protéines peuvent être utiles. Tout ce qui est apport en calcium, en vitamine D sont utiles pour l'os et pour la biologie musculaire. Sinon, il n'y a pas de régime spécifique, il faut un régime équilibré, comme on pourrait le recommander chez tout le monde. Et bien, ça en vient à la question suivante. Avez-vous des conseils alimentaires spécifiques pour les sclérodermiques? Y a-t-il des aliments à privilégier ou au contraire à éviter? Non, je n'ai pas en tête d'éléments qu'il faille spécifiquement éviter, en dehors des éléments un peu épicés pour le reflux gastro-œsophagien. Sinon, non, je n'ai pas en tête d'éléments spécifiques. Voilà, c'est une bonne alimentation, une hygiène de vie, si possible, irréprochable. Que faire contre les problèmes intestinaux? Alors, cette maladie, elle peut toucher le tube digestif dans sa globalité. Et donc là, j'ai parlé des reflux gastro-œsophagiens, donc des problèmes d'œsophage, d'estomac, mais la partie plus basse du tube digestif peut être touchée aussi, avec parfois des phénomènes de blocage intestinaux, donc on a des ballonnements, on a le ventre gonflé, aussi parfois des phénomènes d'alternance de diarrhée-constipation. Donc il faut prendre en compte ce paramètre qui est important, il faut en parler à son médecin, il faut bien évaluer les choses. Donc s'il y a des blocages digestifs, les fameux prokinétiques évoqués précédemment peuvent être utiles. Et puis parfois il faut aller évaluer une éventuelle complication qui s'appelle la pullulation microbienne. C'est que si le transit est ralenti et qu'on a une fibrose, un épaississement de la paroi du tube digestif, les bactéries qu'on a normalement dans le tube digestif peuvent se mettre à proliférer. Et si elles prolifèrent, elles vont détourner les nutriments qui normalement devraient être utiles pour fournir de l'énergie. Elles vont consommer par elles-mêmes ces nutriments et donc les détourner. Ça se recherche par un test simple qui peut être fait en ambulatoire, et à ce moment-là, il faut donner des antibiotiques pour diminuer la charge bactérienne. Donc si on a des signes digestifs bas, intestinaux, il faut en parler à son médecin, évaluer, bien définir la présentation clinique et quel mécanisme peut être en cause avec cette arrière-pensée d'une possible pullulation microbienne. Et alors que faire lorsque l'on ressent des douleurs articulaires aux mains, aux pieds? Alors les douleurs articulaires, donc moi qui suis rhumatologue, je suis sensibilisé à ce problème. Elles sont assez présentes dans cette maladie. Elles peuvent avoir différentes présentations, souvent au début de la maladie, quand la maladie est inflammatoire, évolutive. La présentation peut être assez proche de ce qu'on observe dans les autres formes de polyarthrite, avec des douleurs le matin au réveil, pendant la nuit, et donc une composante inflammatoire avec des gonflements articulaires. À ce moment-là, il y a des traitements spécifiques à donner, anti-inflammatoires, qu'il faut sélectionner en fonction des autres problèmes de la sclérodermie, mais il y a des possibilités thérapeutiques. Ensuite, la sclérodermie peut donner des problèmes musculaires, un peu du même type, donc qui peuvent prendre le masque de problèmes articulaires. Souvent, on a un peu les deux qui peuvent être confondus et être gênants. Donc là aussi, il y a une évaluation à faire, clinique, biologique, des examens complémentaires, l'échographie ou parfois l'IRM musculaire pour définir si on a une authentique inflammation dans les articulations ou dans les muscles pour décider d'un traitement. Si on objective une inflammation, on a des traitements efficaces aujourd'hui qui sont souvent des médicaments utilisés dans d'autres maladies comme la polyarthrite rhumatoïde mais qui peuvent être efficaces dans la sclérodermie. Donc là encore, si on a des problèmes articulaires, il faut l'aborder
lors de la consultation, bien exprimer et définir ces symptômes, leurs caractéristiques, leur intensité, le moment de la journée où ils sont très présents, et en fonction de ça, des traitements très spécifiques peuvent être proposés, mais là aussi on a des solutions à proposer en fonction de la situation au cas par cas. Sur l'aspect esthétique, quelles solutions existent-t-il pour retrouver l'élasticité de sa peau et lutter contre les démangeaisons cutanées? Alors pour l'élasticité, on n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui pour redonner une meilleure biologie plus physiologique à l'atteinte de la peau. On cherche beaucoup. Il y a beaucoup d'essais thérapeutiques qui essayent de voir comment on pourrait limiter cet épaississement de la peau, mais aujourd'hui on n'a pas vraiment de solution. Pour l'aspect démangeaison, donc souvent la démangeaison elle est présente dans les formes évolutive de la maladie, inflammatoire à cause de cellules très particulières qui relarguent des médiateurs très spécifiques. Et là encore, ça signe plutôt un élément de progressivité de la maladie, de composante inflammatoire, et nous avons des traitements pour répondre à cela. Ce signe clinique est important à exprimer lorsqu'on consulte. Si on a des démangeaisons, c'est souvent que la maladie est évolutive, et donc il faut adapter le traitement général. Et donc, quels exercices de rééducation il existe lorsque la peau du visage s'est rétractée pour l'ouverture buccale, pour le sourire? Il existe des exercices classiques de rééducation pour entretenir les tissus, limiter leur tendance à l'enraidissement. C'est vrai pour le visage, c'est vrai pour les mains. Il y a des CD qui ont été faits d'exercices, d'auto-exercices ou de guides pour les kinésithérapeutes. Donc l'association distribue ce genre de support. Donc il ne faut pas hésiter à solliciter l'association des patients pour cela. Donc ce sont des exercices, souvent auto-exercices pour entretenir la souplesse des tissus, éviter qu'elle ne s'aggrave. Et est-ce qu'on peut se faire scléroser les varices quand on est atteint de sclérodermie systémique? La question directe, la réponse est oui. Maintenant, il faut toujours bien se poser la question pour ce genre de problème. Pourquoi ça survient? Est-ce qu'on a bien porté une contention? Quand on sclérose un tissu veineux, c'est un autre tissu veineux qui va devoir supporter le retour veineux. Donc il faut que celui qui persiste soit lui-même bien fonctionnel. Donc il faut bien se poser la question. Il n'y a pas de contre-indication spécifique, mais il faut toujours bien se poser la question de ces indications en général. Et donc si on se parle de sport, d'activité physique, quel sport pratiquer lorsqu'on est atteint de sclérodermie? C'est quoi vos recommandations? Des sports doux, mais il est difficile de donner une réponse générale. Encore une fois, peut-être que je n'ai pas assez insisté, mais cette maladie, elle est très hétérogène. Donc on va avoir des patients qui parfois vont avoir une forme très modérée de la maladie, avec un peu de syndrome de Raynaud, quelques douleurs articulaires, un peu de reflux. Ces malades-là auront une vie quasiment normale, après, avec quelques adaptations. À l'opposé, de l'autre côté de la courbe de Gauss, il y a des patients qui ont un handicap très important par un épaississement de la peau, une rigidité de la peau, des articulations ou des problèmes viscéraux importants qui peuvent gêner l'activité physique. Quand on a une atteinte cardiaque ou pulmonaire de la sclérodermie, bien sûr, ça peut limiter l'activité physique. Donc c'est difficile de donner une réponse générale. J'ai envie de dire que rien n'est absolument contre-indiqué, peut-être l'exposition au froid, puisque cette maladie se caractérise par le syndrome de Raynaud. Il faut éviter de déclencher des crises de Raynaud par l'exposition au froid, mais sinon des éléments toujours en douceur, toujours progressifs, et bien échanger avec son médecin référent pour vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication viscérale, mais en l'absence d'atteinte d'organes majeurs, cardiaques ou pulmonaires, la plupart des activités restent possibles. On peut envisager une grossesse avec cette maladie? Oui, c'est une bonne question. Souvent, cette maladie survient vers l'âge de 45 ans, donc vous l'avez dit, plutôt chez des femmes. Donc, en général, la question se pose peu. Mais comme toujours, on peut avoir des femmes plus jeunes qui sont atteintes. Et là encore, tout dépend de la sévérité de la maladie. Il y a des travaux qui vont être présentés là, dans le cadre du Congrès mondial sur la sclérodermie mi-juillet, où plusieurs séries ont essayé de comparer des femmes ayant eu des enfants après la survenue d'une sclérodermie versus des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Et on n'a pas observé de différence très significative. Ensuite, ils ont essayé d'étudier des femmes avec une maladie active évolutive versus une maladie bien contrôlée. Là, il y avait quelques complications possibles de la grossesse si la maladie était active ou évolutive lorsque la grossesse a débuté. Donc, comme souvent dans ces maladies, il faut planifier
une éventuelle grossesse et la décider au moment où la maladie est bien contrôlée pour ne pas se mettre dans une situation à risque. Mais il n'y a pas de complications très spécifiques avec la grossesse, qui reste une situation très exceptionnelle dans la maladie. Les seuls cas de complications absolues, ce serait une insuffisance respiratoire ou une insuffisance cardiaque, où là, bien sûr, il serait difficile de tolérer une grossesse. Est-ce qu'on peut donner son sang ou ses organes quand on est atteint de cette pathologie? Alors la réponse est plutôt non. On a une maladie auto-immune, on prend en général des médicaments et la plupart du temps on se trouve dans une situation de contre-indication. La même chose pour le don d'organes. Et quelle est votre opinion sur l'autogreffe par cellules souches? C'est un sujet important. Toujours d'actualité. Là encore, des résultats vont être présentés dans le cadre du Congrès mondial sur cette procédure, cette stratégie thérapeutique. Mon impression, c'est que c'est une stratégie qui semble avoir démontré sa faisabilité, quelques résultats d'efficacité assez intéressants, mais ce traitement ne peut et ne sera proposé qu'à un groupe très spécifique de patients, d'une forme particulièrement sévère au début de la maladie, avec déjà des complications d'organes débutantes. Donc on est vraiment dans une frange très particulière de la maladie. Et c'est un traitement, c'est confirmé dans les séries les plus récentes, qui reste un traitement lourd, toujours à peu près 10-12% de mortalité en relation avec le traitement. Donc c'est un traitement qui est agressif et donc qui doit être réservé à des formes particulièrement sévères de la maladie. Donc ça ne peut pas être la réponse à la sclérodermie, mais dans des cas très spécifiques, il faut une discussion pluridisciplinaire avec les différents spécialistes prenant en charge cette maladie pour évaluer la faisabilité et l'adresser dans des centres experts, puisqu'il y a seulement quelques centres qui réalisent bien ce genre de traitement avec un suivi ensuite au long cours. Merci docteur, on va faire un petit focus sur la Covid-19. Quels sont les effets du Covid sur la sclérodermie systémique? C'est une question très intéressante et vous imaginez bien que nous avons été très attentifs à surveiller et à rester bien sûr en contact avec nos patients malgré le confinement pour savoir s'il y avait des complications spécifiques. Et ce qui était un peu inattendu, c'est que pour l'ensemble des maladies auto-immunes, après l'analyse de toutes les séries, initialement chinoises, italiennes ou maintenant françaises, il faut reconnaître qu'on n'a pas pu mettre en évidence de surrisque d'infection à Covid au cours de ces maladies auto-immunes. Il y a eu un tout petit signal avec l'utilisation de corticoïdes dans certaines maladies, mais il n'y a pas d'éléments spécifiques. À titre d'exemple, le groupe européen de recherche sur la sclérodermie a lancé un registre sur les cas de sclérodermie ayant développé une infection à Covid. Et ce groupe travaille sur une base de données qui rassemble aujourd'hui 18 000 patients avec sclérodermie systémique. Donc c'est vraiment une très très grande base de données. Et en rassemblant toutes ces équipes, à ce jour, seulement 65 cas ont été observés. Donc ça conforte l'idée qu'il n'y a pas de surrisque infectieux au cours de cette maladie et on n'en a pas non plus observé de forme particulièrement grave. Juste pour rappel, si on prend en compte la population générale, les risques d'infection grave à Covid, c'est le sexe masculin et l'âge de plus de 65 ans et le surpoids. Donc on n'est pas exactement dans la population qui souffre de sclérodermie systémique. Si un vaccin est trouvé, on a une question, allons-nous le supporter? Oui, c'est une question un peu hypothétique. Pour les autres vaccins, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de complications particulières. Et bien sûr, ce serait un grand espoir pour tout le monde. Une dernière question, docteur, sur la Covid-19. Atteinte de sclérodermie systémique sous ALD, le télétravail était obligé pendant le confinement. Est-ce toujours la norme pour le déconfinement ou mon employeur peut-il m'imposer de retourner au travail? Alors imposer, je ne sais pas si c'est en ces termes-là qu'il faut poser la question, mais là encore, il va falloir une adaptation au cas par cas. Bien sûr, si on a une insuffisance respiratoire et qu'on craint de développer une maladie pulmonaire, évidemment le bon sens veut qu'on l'évite, mais globalement, je crois qu'il n'y a pas de contre-indication au sens large à reprendre progressivement une activité physique, une activité professionnelle, avec l'ensemble des mesures barrières habituelles comme pour la population générale. Je ne crois pas, je n'ai pas identifié de situation qui expose à un risque particulier. Donc je pense que globalement le message est que l'on peut reprendre son activité professionnelle en respectant comme tout le monde les mesures de protection. Professeur, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Peut-être un dernier mot pour conclure ou un message à faire passer à la communauté de l'association?
Alors, il faut rappeler l'énergie et l'enthousiasme de l'association qui aboutit à ce genre d'initiative, de dialogue. Donc, l'association est très active, donc il faut l'encourager et la féliciter. Après, donc, dans 15 jours, il y a le congrès mondial sur la sclérodermie. L'association a une part du congrès aussi, puisque c'est un congrès mixte pour les médecins et aussi pour les patients. Donc, il y aura beaucoup d'actualités présentées. On a fait beaucoup de progrès thérapeutique. Le visage de la maladie a quand même beaucoup changé avec ces dernières années. Cette maladie reste très hétérogène, donc elle doit bien être prise en charge par des malades, par des médecins spécialistes ayant une expertise dans le domaine. Mais je crois, et j'ai participé à l'organisation du congrès, qu'il y a beaucoup de messages positifs qui vont ressortir de cette réunion, et c'est bien sûr très, très encourageant pour nous tous. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt et n'hésitez pas à partager cette vidéo.